y a quelqu'un d'autre qui voudrait encore intervenir ici? Sinon, on va au prochain chapitre de cette formation. Et il y a Shakil euh, qui est, pour qui on est déjà après minuit. Euh, et Shakil, qui est expert en finance climatique, va nous donner l'exemple du développement politique de transition énergétique en île de Maurice. Et il y a beaucoup d'éléments intéressants par rapport à ce cycle qu'on vient d'élaborer ici. Donc, je vous invite à lire et à écouter plutôt, et aussi lire sur les slides, et de réfléchir, tiens, est-ce que je reconnais les cycles, les étapes du cycle politique dans ce que Shakil va nous raconter. Shakil, you have the floor. Thank you, Yann. Bonjour tout le monde. Ravi d'être parmi vous. Shakil ici. Je suis de l'île Maurice. Comme l'a dit Yann, il est assez tard chez moi, 1 heure du mat. Voilà. OK. Est-ce que c'est visible pour tout le monde? Oui. D'accord. Alors, Bon, on va l'écran. Oui, c'est bon. merci. Alors, merci Yann. Alors, Shakil ici, de l'île Maurice. Alors, comme l'a dit Yann, je fais un petit aperçu de la conception de la politique énergétique à Maurice. Quel a été le parcours? Et comme l'a dit Yann un peu plus tôt, il y a des éléments par rapport aux 5 étapes du cycle politique que vous retrouverez dans les diapos qui vont venir et qui vont probablement vous faire rappeler ce qui se passe dans vos pays respectifs. Donc, voilà. Alors, un petit juste pour vous dire mon profil, alors je suis ingénieur en génie électrique et j'ai aussi une maîtrise en ingénierie. J'ai eu la chance de travailler comme ingénieur dans les services publics à Maurice et un peu plus proche de chez vous en Australie. J'ai 12 ans d'expérience avec le PNUD, le Programme des Nations Unies, et avec la BAD, la Banque africaine de développement, dans la conceptualisation, la mise en œuvre des projets pour l'atténuation du changement climatique, avec un focus surtout sur les énergies renouvelables. Et en ce moment, je travaille avec la BAD sur le financement des projets d'atténuation des effets du changement climatique, surtout pour pouvoir mobiliser des ressources du Fonds vert pour le climat. Moi, je vous laisse aussi mon adresse courriel si vous souhaitez me contacter. Merci. Donc, alors, la diapo, je l'ai structurée un peu dans un ordre un peu, afin de vous donner un peu une meilleure compréhension de comment est née la politique, comment a été créée la politique visant à accroître la consommation d'énergie renouvelable à Maurice. Donc, euh, je fais un bref parcours du profil du pays, un aperçu du secteur de l'énergie, les tendances de production d'énergie renouvelable, et par la suite, faire en ordre chronologique, vous donner une détail comment on a structuré la politique par rapport à l'énergie renouvelable et quel a été l'accueil par rapport à l'acceptation de la population et quels ont été les défis et aussi les enseignements qu'on a tirés de cela. Donc, voilà, je pense que vous connaissez tous l'île Maurice, ancienne colonie française. Nous sommes une petite île à l'est de Madagascar, de 2400 km². Donc, je pense à peu près 5 fois plus petit que la Nouvelle-Calédonie, mais nous avons une population de 1,6 million qui est, je pense, de 5 ou 6 fois celui de la Nouvelle-Calédonie. Euh, les 40% de la population vit dans les zones urbaines. Nous sommes indépendants depuis 1968. Et comme beaucoup de pays dans le Pacifique, nous n'avons pas beaucoup de ressources naturelles, comme le pétrole ou les minéraux. Notre système gouvernemental est un système ouest-ministérien, c'est l'héritage britannique. Et en termes de gouvernance, nous sommes régulièrement classés premier en Afrique. Et nous avons aussi un très beau score par rapport à la facilité pour faire des affaires. Le taux de pauvreté est assez bas dans le pays, l'espérance de vie est de 74 ans.
et le PIB par habitant est à peu près de 10 000 dollars en 2022. Taux d'inflation, chômage aussi, 7%, 9% respectivement, et fait à noter avec les services et l'industrie représentent 20% du PIB du pays. Donc, ce qui fait que pour plus de 85% de l'économie du pays dépend de la production d'électricité qui est stable, mais aussi qui soit à un coût abordable. Voilà. Et quant à l'accès à l'électricité, il y a 99% des habitants qui sont connectés au plus. Le tarif moyen d'électricité. Shakil, parfois, on ne t'entend pas bien. Donc, c'est Ah, peut-être le micro qui n'est pas bien positionné. Je ne sais pas si c'est seulement moi, mais euh, juste est-ce pour que c'est mieux rassurer. là? Oui, c'est beaucoup mieux. Ah, ok, j'ai enlevé les écouteurs. Alors, voilà. Par rapport à l'accès à l'électricité, nous sommes à 99%. Le tarif de l'électricité pour la consommation domestique est d'environ de 10 centimes de dollars pour le kilowattheure. Et 20% de notre territoire est considéré comme zone forestière. Euh, pour le secteur de l'énergie, comme je le disais un peu plus tôt, presque toutes les liens est connectés. Nous avons un seul réseau. Et la demande maximale a varié depuis 2010 à 2022 de à peu près 400 mégawatts pour toucher les 500 mégawatts récemment. Il y a eu le blip avec le Covid. Et à 2022, pour les 500 mégawatts qu'on a de demande maximale, 21% de l'énergie a été fournie par les énergies renouvelables. Euh, on en a un peu plus dans le détail, juste pour voir un peu la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable. Et là, je m'excuse, parce que l'île Maurice, la langue officielle est l'anglais, bien que nous avons aussi un peu un héritage culturel français. Donc, tous les documents, les diagrammes que j'ai pris des documents officiels sont en anglais. Alors, en termes de distribution d'énergie renouvelable, pour 2022, c'était à 21%. Et la majorité vient de la bagasse. La bagasse, pour ceux qui ne savent pas, c'est le résidu qui reste après l'extraction de la canne. Je crois qu'en Nouvelle-Calédonie, probablement, c'est assez courant. Et, et l'économie mauricienne reposait très largement sur la bagasse. Donc, on a su maximiser le potentiel en se servant de la bagasse pour produire de l'énergie. L'hydroélectricité, le solaire, ensuite, viennent en seconde et troisième position. Et les 80% des énergies non renouvelables viennent du fuel et du charbon principalement. Donc, en 2022, nous étions à peu près 21%, mais un peu plus loin, un petit détour dans le passé, en 2009 aussi, la contribution des énergies renouvelables dans la production de l'énergie était aussi de 21%. Mais là, comme vous le voyez sur le Zapo, la bagasse était de 16%, la condition de la bagasse. Donc, bien que on est plus ou moins sur le même pourcentage d'énergie renouvelable, euh, on doit batailler sur d'autres fronts. Il y a la diminution de la bagasse en termes d'apport, mais aussi, on doit aussi essayer de réduire nos importations d'énergie fossile. Donc, sur cette diapo, vous pouvez voir un peu le cumulatif de la consommation d'énergie qui est produite par an de 2010 à 2022. Et comme vous pouvez voir, la bagasse, il y a une réduction de la bagasse, mais graduellement, le photovoltaïque euh, et, euh, et, euh, et photovoltaïque, le landfill gas et le gaz d'enfouissement, on peut un peu le dessus. Donc, euh, je- là, je vais un petit en détail dans les raisons pourquoi. Pour ça, c'est la spécificité de l'île. Donc, je pense que c'est bon de savoir. Euh, En termes de potentiel hydroélectrique, nous avons déjà maximisé le potentiel. Du fait que topographiquement, nous ne pouvons pas vraiment faire d'autres grands barrages pour avoir de l'hydroélectricité. Donc, seul le micro, les petites centrales il est toujours possible de faire des petites centrales, mais il n'y a pas de potentiel énorme. Le gaz d'enfouissement aussi, on est plus ou moins arrivé on a plus ou moins exploité le potentiel au maximum. Mais c'est sur l'aspect photovoltaïque et éolien où on a plus de marge.
Le photovoltaïque a pris un peu plus d'ampleur depuis les 5, 10 dernières années. Et l'éolienne aussi a un potentiel conséquent, mais beaucoup de projets, la mise en œuvre a été retardée pour plusieurs raisons. Et la bagasse, bon, du fait que notre économie maintenant se tourne de plus en plus vers une économie de services plutôt qu'une économie d'agriculture, il y a enfin, plus de terres agricoles sont converties pour d'autres, à d'autres fins. Donc, il y a moins de bagages à exploiter. Alors, maintenant, avant d'aller dans les détails de la structuration, de la mise en point de la politique, juste le cadre, le contexte réglementaire, juste pour donner un peu le cadre institutionnel. Euh, il y a les deux acteurs principaux, il y a une dizaine d'années de cela, étaient le ministère de l'Énergie et des Services publics, le Ministry of Energy and Public Utilities, et le Central Electricity Board, euh, qui est responsable de la production, transport, distribution et la vente d'électricité, alors que le ministère est responsable de tout ce qui est la formulation de politiques et de stratégies dans le secteur de l'énergie. Donc, ces deux acteurs dans le temps, c'est eux qui décidaient de tarifs, des stratégies, quel sera le pourcentage des générations renouvelables à quelle échéance. Mais ça a un peu retardé le décollage pour tout ce qui est avoir un peu plus d'énergie renouvelable sur le réseau. Plus tard, dans le cadre institutionnel, on a eu le MARENA, le Motion Renewable Energy Agency, qui est un organisme paritatique aussi, sous l'égide du ministère de l'Énergie. Et la MARENA est chargée de promouvoir les énergies renouvelables et de créer un environnement propice à leur développement. Alors, il est bon de noter que le MARENA a été créé en 2016. Et aussi, et un peu paradoxalement, l'organisme de régulation, le Utility Regulatory Authority, a aussi été créé en 2016. Donc, c'est un peu paradoxal dans le sens que on a presque 100% de connectivité, mais le régulateur est venu il y a que quelques années de cela. Et je vais vous donner les raisons un peu plus tard. Donc voilà. Là, je vais passer un peu en revue l'historique de toute la politique et de la formation de la politique par rapport à l'énergie. Et c'est là que vous allez pouvoir voir un peu les différentes étapes. Alors, j'ai mentionné que l'instance régulatrice a été seulement mise en place en 2016, et bien que la loi fut adoptée en 2004. Et la raison principale est que l'utilité, le Central Electricity Board, celui qui gère le réseau et la transmission, la distribution, a tellement d'emprise sur le système, dans le sens que c'est toute la capacité humaine, la capacité technique repose au sein de cette institution. Et avoir une entité qui va réguler le secteur a été plus ou moins mal vu. Donc, il y a eu beaucoup de résistance en interne pour pouvoir laisser la concrétisation même de l'instance régulatrice. Donc, il a fallu beaucoup de détermination politique pour que, en fin de compte, on puisse mettre en place le régulateur. Ça, c'est une première chose. Maintenant, en termes de stratégie, de la formation stratégie, nous avons eu la première stratégie est devenue en 2009, le Long Term Energy Strategy, donc la stratégie à long terme. Et ce document préconisait que il faut mettre l'emphase sur plus d'énergie renouvelable et aussi atteindre 35% d'ici 2025. Et c'est à travers cette stratégie qu'on a recommandé la création de l'agence l'agence la Marina. Donc, et bon, euh, l'objectif de 35% était un objectif qui n'était pas vraiment bien établi dans le sens que il n'y avait pas vraiment sur quelle base, quelle technologie va donner quel apport. C'était plutôt une estimation pas vraiment scientifique, mais plutôt se basant sur les pratiques dans d'autres pays. Et en 2009 également, un code du réseau, en anglais c'est le Grid Code, a été développé. Donc, le code du réseau définit toutes les modalités pour la connexion
d'un système de génération à un réseau. Et ce code de réseau a été développé pour des installations de moins de 50 kW. Donc, suite au développement de ce code du réseau, il y a eu un appel à proposition pour une totalité de 2 MW. Et ça a connu un succès assez retentissant dans le sens que dans une période d'une ou 2 semaines, il y avait assez de soumissionnaires pour remplir tous les 2 mégawatts. Et telle était la demande que le gouvernement a dû accorder encore un mégawatt, la connexion d'un mégawatt. Donc, se basant sur cette réussite, mais là, je dois ajouter que cette réussite est largement due au fait que les tarifs proposés étaient vraiment très, très attrayants. Donc, en 2011, alors, le gouvernement a reçu 2 millions de dollars du Fonds d'environnement mondial pour aider à la formulation d'un cadre réglementaire orienté vers un marché pour promouvoir les énergies renouvelables, pour aussi développer la capacité du gouvernement, des institutions financières, du secteur privé à pouvoir évaluer la viabilité économique et financière des projets d'énergie renouvelable, surtout en mettant à jour les carottes solaires pour pouvoir donner plus de visibilité par rapport aux promoteurs, par rapport au débit d'énergie renouvelable qui peuvent espérer de leur système, et aussi soutenir le programme de rachat d'électricité en payant une partie des tarifs qui vont être payés aux installateurs de systèmes d'énergie renouvelable. Alors, comme je l'ai dit, la première phase a été vraiment un succès, le premier régime de Small Scale Distributed Generation, mais c'était pas financièrement soutenable de le maintenir pour de plus grandes capacités, vu que le kilowattheure revendu était payé à 40 centimes 40 centimes de dollars le kilowattheure. Donc, il y avait une manne financière assez conséquente. Donc, en attendant que le gouvernement considérait d'autres options, on a, dans le cadre du projet du Fonds d'environnement mondial, on a pu faire une étude pour évaluer la capacité d'absorption du réseau électrique. Alors, vous le savez très bien, dans les États insulaires, le réseau a une capacité limitée par rapport à le, euh, la quantité d'énergie renouvelable qu'ils peuvent accueillir. Donc, il a fallu voir exactement quelle quantité le réseau peut accueillir et aussi quelles sont les mesures à prendre pour pouvoir augmenter cette limite. Et dans la même foulée, on a aussi développé le code du réseau pour la production distribuée à moyenne échelle, donc le Medium Scale Distributed Generation. Ça, c'est parce qu'il y avait beaucoup de demandes du secteur privé, des institutions privées, des hôtels, des industries pour pouvoir se connecter au réseau avec des installations de plus de 50 kW. On a aussi les formations pour le gouvernement, les institutions financières et le secteur privé. Et suite au succès de la première phase du programme SSDG, une nouvelle phase a été lancée en 2015 et la modalité était le comptage net, c'est-à-dire toute énergie qui est exportée sur le réseau est déduite de la quantité qui est apportée du réseau pendant la nuit. Donc, ça a été lancé de 2015 à 2009 et on a pu, à travers ça, faire installer 9 mégawatts. L'absorption était plus lente car il n'y avait pas les tarifs aussi préférentiels que précédemment, mais, euh, ça a tout de même démontré qu'il y a un appétit dans le marché mauricien pour les énergies renouvelables. Et voilà. Donc, se basant sur ça, le gouvernement a voulu vraiment renforcer, avoir un peu plus de connexion et démocratiser un peu plus le secteur de l'énergie, que ce soit avec les connexions pour les small scale, de petites quantités, ou alors de moyennes quantités sur le réseau de moyenne tension. C'est en 2016 aussi que le gouvernement a décidé qu'il faut aller d'abord avoir le régulateur, d'où la naissance de la mise sur place du régulateur. Je vais parler un peu de l'étude d'absorption, de la capacité d'absorption. Alors, cette étude a démontré que
en ajoutant 18 mégawatts de système de stockage d'énergie par batterie et ensuite en mettant en œuvre d'autres interventions techniques, par exemple le contrôle d'automatique des générateurs, de la capacité, là je parle de générateurs diesel qui donnent la puissance de base, qu'il était possible d'augmenter la capacité d'option du réseau de 125 mégawatts par rapport aux énergies renouvelables intermittentes. Donc, sur cette base, le gouvernement a demandé le soutien du Fonds vert pour le climat en 2017 et 28 millions de dollars de subventions ont été alloués à cette année-là, qui était, je pense, la plus grande subvention allouée à un pays, à un État insulaire. Donc, le but de ces 28 millions était pour le renforcement des capacités institutionnelles de la Marina et de l'URA, qui est l'organe de régulation. Donc, ces institutions ont été fraîchement créées. Il fallait renforcer leur capacité. C'était aussi pour augmenter la capacité d'absorption du réseau par le biais des batteries et aussi des modifications sur le contrôle automatique des générateurs et l'installation des mini-réseaux dans les îles éparses de l'île. Alors, pendant que ce projet était en cours d'implémentation, et en 2019, le gouvernement a lancé une feuille de route pour les énergies renouvelables d'ici l'horizon 2030 et ils ont fixé l'objectif à 35% d'ici 2025. Mais cette fois spécifiant exactement quel type d'énergie avec quelle quantité. Donc, se basant sur des études techniques un peu plus poussées, en 2019, ils ont pu mettre en place des objectifs clairs par rapport à l'éolien sur terre, l'éolien offshore, le solaire résidentiel, commercial, la biomasse et l'hydroélectricité. Donc, ça, c'était en 2021. Et un peu plus récemment, dans le cadre de la solution des CDN actualisés en 2021, le gouvernement a même rehaussé cet objectif pour arriver à 60% d'énergie renouvelable d'ici l'horizon 2030 et éliminer complètement le charbon à l'horizon 2030. Et aussi, en tandem, accroître l'efficacité énergétique par 10% par rapport au chiffre de 2019. Donc, l'ambition était devenue un peu plus grande. Donc, en résumé, les objectifs du pays, la variation, c'était que en 2010, c'était à 25% d'ici l'horizon 2025. En 2019, ça a été fixé à 35%. Et en 2030, ça a été fixé à 60%. Mais actuellement, on est seulement à 20%. Il est vraiment très loin du but. Alors, c'est un peu rarement, il y a beaucoup de bruit là-dessus par rapport à le chemin qui reste à faire. Mais les bases ont été établies. Donc, il y a le régulateur, il y a l'infrastructure qui est sur place, et il y a beaucoup il y a beaucoup de projets qui sont dans le pipeline. Et pour venir à notre statut actuellement, alors le cadre réglementaire actuel, alors les institutions comme la Marina et l'entité régulatrice sont opérationnelles, mais il manque encore du personnel. Donc, ce personnel, il y a toute une demande de formation. Euh, le, les lois ont dû être modifiées pour que l'utilité, le centre de cyber ait moins de pouvoir et que ce pouvoir soit et que l'entité régulatrice puisse travailler, appliquer la loi. Euh, on a développé les codes du réseau pour la production de la transmission. Il y a eu aussi une élaboration de la réglementation par rapport aux normes applicables aux technologies de l'énergie renouvelable. Ce que je veux dire là, c'est que tout importateur, tout prestataire qui souhaite installer des panneaux photovoltaïques doivent s'assurer que la technologie qui est importée est aux normes adaptées dans le contexte mauricien. Et on a aussi développé plusieurs autres outils pour s'assurer que les institutions ont la capacité d'analyser les soumissions pour les projets d'énergie renouvelable.
Et en parallèle, on a déjà plus de les 18 mégawatts de batteries ont été installés. Il y a eu maintenant, ils sont en train en cours d'implémentation. On a des études pour déterminer la nouvelle capacité d'absorption. Donc là, on va à notre étape pour voir combien d'énergie supplémentaire on peut encore accueillir ce réseau. Et on a plus de 200 mégawatts de projets éolien, solaire, hybride. Quand je veux dire hybride, c'est solaire, éolien et batterie, qui est en cours de réalisation, dont les appels d'offres sont dans le pipeline ou alors vont être lancés durant les prochains mois. Voilà, là c'est rapidement pour comprendre un peu la chronologie des différents schemes qui ont été mis à la disposition de la population. Alors, à chaque itération, il y a eu, il y a eu une revue du succès et pour voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, c'est un peu de cette façon qu'on a pu on a pu raffiner le produit qui a été mis à disposition pour les particuliers, tout comme pour le privé, pour les industries. Et à titre d'exemple, encore une fois, durant l'année 2021-2022, on a eu 275 connexions, équivalent à 1,5 MW dans les différentes catégories de connexions. Par rapport à l'acceptation, il y a eu beaucoup de sensibilisation dans la communauté. Ça, c'est le rôle de la Marina pour le faire. Il y a eu des programmes de formation et de sensibilisation qui sont régulièrement organisés par le ministère et par d'autres entités comme le PNUD. Il y a vraiment une forte demande pour les solutions d'énergie renouvelable, avec environ 10 fournisseurs qui ont plus d'un mégawatt de capacité installée. Et on a aussi fait beaucoup de brochures par rapport à l'énergie renouvelable, que ce soit pour les étudiants, mais aussi pour la communauté en général. Et ça, on le fait dans la langue maternelle qui est le créole mauricien. Et juste un peu, enfin, le Maurice est aussi connu comme ayant beaucoup de succès dans ses entreprises. Euh, pas très long, enfin, il y a une vingtaine d'années de cela, le pays avait lancé une grande campagne pour changer toutes les lampes incandescentes avec des lampes fluorescentes. Et pendant une période de 2 semaines, il y a eu enfin, presque toute la population qui volontairement sont allés changer les lampes fluorescentes contre les lampes incandescentes contre les lampes fluorescentes. Et on a vu une diminution de 4 mégawatts de la demande dans l'espace d'un mois. Donc, ça, c'était un succès. Voilà. Maintenant, en termes de défis, comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'entité, le service public, le centre de est très influent. Et, euh, et c'est un peu difficile, c'était un peu difficile ils ont été un peu réticents à ce que le régulateur vienne en jeu. Et aussi dans un pays enfin, une unité insulaire, les gens avec les compétences dans la régulation, ça court pas vraiment les rues. Donc, pouvoir avoir le personnel requis avec les compétences requises dans les positions a été un peu difficile. Mais là, graduellement, le gouvernement sous-contracte des, des expatriés avec l'expérience dans ces postes clés. Parce que avoir quelqu'un qui a déjà travaillé dans le service public pour faire la régulation, pour venir prendre un poste de responsabilité, faire la régulation, ça paraît un peu comme un conflit d'intérêts. Voilà. Donc, et aussi, en termes d'implémentation, il y a toujours eu au début, il y a eu des longs délais pour le traitement des connexions. C'était ordinaire de l'application à la connexion, ça prenait 1 an. Donc, aujourd'hui, ils ont pu réduire à 6 mois. Il y a beaucoup de retard dans les appels d'offres, beaucoup de litiges, parce que c'est vraiment compétitif. Donc, et ça retarde beaucoup pour atteindre les objectifs. Et comme je l'ai dit, la puissance de base est un problème. C'est très onéreux d'avoir une puissance de base qui est à base d'énergie renouvelable, parce qu'il faut des batteries, il faut de grands espaces pour le photovoltaïque ou l'éolien.
Et comme dans le pays, 85% de l'économie dépend d'une énergie renouvelable fiable et abordable, c'est un peu en balance. Alors, il faut prioriser. Mais aussi, le plus d'énergie renouvelable intermittente sur le réseau, il y a besoin de moderniser euh, le, euh, le réseau de transmission et de distribution. Et voilà. Donc, ça, c'est un peu les défis et les enseignements qu'on a tirés. J'espère que j'étais pas trop long et pas trop ennuyeux et je suis à l'écoute si vous avez des questions. Merci. Merci, Shakil, et merci d'être avec nous si tard dans votre nuit. Je vois déjà qu'il y a une question d'Éléonore, et donc, Éléonore, Oui, merci pour la présentation. J'avais juste une question sur le stockage qui a été mis en place de 18 mégawatts. Déjà, je voulais savoir si c'était plutôt du stockage centralisé réseau ou décentralisé ou au niveau des producteurs ou peut-être un mix. Et si c'était dans le cas d'un centralisé, par exemple, ou même dans les décentralisés, si c'était situé sur un seul site ou si c'était divisé au niveau de l'île de Maurice. Voilà, merci. C'est décentralisé. Les 18 mégawatts sont dans les sous-stations, là où la ligne de transmission on peut ressortir dans la ligne de moyenne tension. Donc, les 18 mégawatts sont répartis dans des lots de 2 à 4 mégawatts dans les différents secteurs par rapport à la concentration de production d'énergie renouvelable. Je ne sais Ok, pas si très bien, j'ai merci. répondu à Et du votre coup, c'est question. le gestionnaire. Pardon, Du coup, c'est, excusez-moi. C'est le allez-y, gestionnaire de réseau. voilà, Est-ce que c'est le gestionnaire de réseau qui va piloter? exactement. D'accord. Ça opère en mode automatique, donc du moment qu'il y a une baisse de production d'énergie renouvelable, le système est adapté, a été tuné pour que tout excédent soit stocké et où il y a un manquement, le système va répondre et réagir à la demande. C'est D'accord, très automatisé. bien. Merci merci. beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions? Moi, je voudrais aussi lancer une question aux participants, hein, parce que on a passé en revue tout le développement d'une politique avec un cycle politique assez long. Par exemple, le régulateur qui a été décidé en 2005, implémenté en 2016. Ce qui arrive, c'est retard d'implémentation. Et donc, qu'est-ce qui, par rapport à votre situation et l'implémentation, parce qu'ici on est clairement dans la mise en œuvre et même la révision. Donc, par rapport à votre situation, même si c'est une île différente, plus grande, avec une population plus conséquente, euh, qu'est-ce qui vous frappe? Quel est le point dont vous dites, ah, ça c'est intéressant, on peut apprendre de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait mentionner ou élaborer un point là-dessus? Éléonore, dans ce que vous avez dit, la question sur mais qui, le stockage, qui est responsable pour l'implémentation ou l'initiative sur le stockage, ça, pour moi, ça mène à la question, donc on a vu dans la mise en œuvre de la politique, une question importante, c'est qui est responsable, pourquoi? Et ici, l'accent qu'il a mis sur ce régulateur et cette agence, euh, c'est une question institutionnelle, mais qui semble avoir été très important. Euh, et pourquoi? Selon moi, c'est parce que la transition énergétique mène à un système énergétique qui n'est pas plus simple, au contraire.
c'est un système plus difficile, à la fois économique, à la fois physique, d'ingénierie. Donc la gestion de ce système du futur qui est basé sur une pénétration élevée d'énergie renouvelable demande des institutions qui sont capables de gérer et aussi des institutions qui sont capables finalement de se mettre en balance. Le gestionnaire du réseau, très puissant dans beaucoup de pays et dans beaucoup de régions et certainement sur les îles où finalement c'est parfois le seul qui a une compétence énergétique, à vrai dire. C'est important qu'il y a des unités, des ensembles, des experts désignés qui peuvent mettre en balance et qui peuvent initier une autre politique que celui du gestionnaire. Et donc, je trouve cet exemple de l'île de Maurice très intéressant par rapport à la question qui est responsable, pourquoi. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques là-dessus? Sinon, on va passer à la dernière partie de cette deuxième formation en ligne et on va regarder quelques autres îles qui sont aussi quelque part sur le cycle politique et qui sont d'une autre taille, d'une autre nature de ce qu'on vient d'entendre, mais qui ont fait preuve d'un succès dans une des étapes du cycle politique. Et donc, je vais partager mon écran de nouveau. S'il y a des questions qui interviennent entre-temps, vous êtes invités à les poser. Voilà. Donc, je voudrais, pour finir, évoquer trois exemples. Un exemple des îles britanniques, des îles écossaises, si vous voulez. L'île de Tokelau et l'île de Samsø au Danemark, qui ont fait preuve d'un succès par rapport à leurs objectifs et par rapport à leur formulation politique, de formation de la politique énergétique. La première exemple, c'est donc les îles britanniques qui ont lancé un projet de Carbon Neutral Island, donc des îles qui sont neutres en termes de carbone, et où la mise en œuvre de la politique a été remarquable, et parce que ça dépasse l'énergie renouvelable. Et donc, on parle de 6 îles qui se veulent neutres en carbone d'ici 2040. Donc, ce sont les petites îles, si vous voulez. Il y a beaucoup plus grands, les Hébrides, les Shetland Islands, mais ici, on parle des petites îles écossaises qui ont formulé cet objectif d'être neutre en carbone. Veulent respecter les engagements du National Islands Plan et le National Performance Framework. Donc, il y a des plans. Ils ont formulé une politique. Ils ont un objectif connexe, c'est de créer des emplois sur les îles et stimuler les économies locales. En termes de mesures, ils veulent soutenir les îles pour qu'ils s'adaptent aux effets du changement climatique. Donc, pas seulement en question climatique, en mitigation, en réduction des gaz à effet de serre, mais aussi en adaptation. Et puis, ils veulent s'aligner sur les efforts de réduction d'émissions nettes à zéro et de décarbonisation. L'exemple de Yell, donc dans le nord, population de moins de 1000 habitants, industrie, aquaculture, tourisme, pêche et un phénomène écossais qui s'appelle crofting. C'est une sorte de gestion communale des terres agriculture.
ils ont créé une institution, le North Yale Development Council, qui gère un parc éolien et ils ont un officier responsable pour le développement de la communauté qui était parmi nous dans une conférence récente sur les îles européennes. Ce qui est très intéressant, c'est que pas seulement ils se sont mis le défi d'être neutres en carbone, mais finalement ils se sont mis, comme ils ont un atout géographique en termes de vent, ils se sont mis l'ambition d'être exportateurs immédiatement d'énergie renouvelable par donc les parcs éoliens sur leur territoire. Quand on regarde quelques chiffres, le chiffre le plus remarquant, c'est droite sur le slide, quand on regarde la vitesse moyenne du vent, pour ceux qui se connaissent un peu en éolien, c'est du vent très très fort au moyen. Et donc, c'est une région qui est riche en opportunités, en ressources éoliennes. Et donc, c'est surtout ça qui sont axés. Bien sûr, on va voir des exemples où on a fait autrement. Maintenant, ce qui est en fait le plus frappant dans l'histoire des Yale, c'est que en fait leur CO2 vient donc leur émission de gaz à effet de serre ne vient pas de manière dominante d'énergie de transport, mais de l'utilisation des terres, parce que c'est d'une terre qui est de tourbe, et il y a une agriculture qui fait en sorte que il y a des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est très important pour eux de pas seulement regarder le système énergétique, mais d'aller au-delà du système énergétique et de transport. Et d'aller regarder comment est-ce qu'on utilise les terres et comment est-ce qu'on peut conserver le CO2 dans la terre. Et c'est pour ça qu'ils ont inventé ou ils ont fait recours à un autre instrument, notamment les bilans carbone. Parce que compter en capacité d'énergie renouvelable ici n'allait pas faire l'affaire. Parce que si on veut être neutre en carbone et ta source dominante est en fait l'utilisation de terre, il faut surtout s'orienter vers ça. Et donc, ils ont fait des plans d'action qui ont à faire pas seulement avec l'éolien où ils ont la ressource, mais aussi avec l'utilisation de terre. Et donc, ils sont allés regarder bien sûr l'énergie, le transport, mais aussi les déchets, l'agriculture, donc le méthane par la digestion du bétail, qui est le principal émetteur sur l'île, et donc la gestion agriculturelle très important dans leur plan d'action et la forestation ou en tout cas la gestion des terres tourbières sont importants pour avoir une meilleure gestion qui sauvegarde le CO2 dans la terre. Donc, cet exemple montre que la situation climatique est spécifique pour chacune des îles. Donc, il ne suffit pas de faire, comme tout le monde, regarder l'énergie, le transport, mais aussi d'aller regarder la gestion CO2 liée à d'autres activités comme l'agriculture et la gestion du terre. Et donc, pour ça, les questions d'aménagement de territoire, de nouveau, sont très importantes par rapport à ça. Et de créer des bilans, créer des mesurements fiables par rapport à ça est important parce que sinon, on est aveugle pour la mise en œuvre de la politique. Deuxième exemple, Tokelau, que vous connaissez probablement mieux que moi, et qui est très intéressant, c'est on peut faire une évaluation nette de la politique de Tokelau. C'est une des plus petites économies au monde. Et avant 2012, ils avaient 3 centrales électriques à moteur diesel.
parfois, je fais la blague que en travaillant avec les îles, j'ai commencé à apprécier un fût de pétrole parce que finalement, toutes les économies des îles sont basées sur le pétrole et le diesel. Et finalement, toute l'économie, si c'est le transport, si c'est les activités économiques, si c'est l'électricité, à base, on part de là. Et donc, tout le défi, c'est de trouver de remplacement pour le diesel et pour le pétrole dans tous les secteurs de l'économie. Et Tokelau l'a fait de manière stupéfiant parce que c'était le premier pays au monde à produire 100% de son électricité à partir du soleil. Et ça, c'est remarquable. Bon, bien sûr, il y a d'autres pays qui étaient déjà à 100% de leur électricité renouvelable, hydro et autres, mais 100% sur base du soleil. Et comment est-ce qu'ils l'ont fait? Je pense avec la formule de succès d'avenir dans beaucoup des îles, c'est finalement le photovoltaïque ensemble avec du stockage en batterie ou autre. Et ici, quand tu vois le nombre de batteries par rapport à la population, ils ont réellement créé un système où ils ont surdimensionné leur photovoltaïque à 150% de leur consommation pour être en mesure de, à chaque moment, à chaque journée, remplir leur batterie et finalement les dégrader pendant la nuit et recommencer le lendemain. Et donc, en ayant suffisamment de batteries de stockage pour capter suffisamment de soleil pendant la journée pour pouvoir faire fonctionner le système d'électricité pendant la nuit. Donc, ils ont toujours des générateurs disons, de secours pour les moments exceptionnels qui fonctionnent sur l'huile de noix de coco par temps couvert. Donc, exemple très, très intéressant parce que ici, il y a une recette de la transition énergétique pour certainement pour les plus petites villes dans des régions ensoleillées qu'on va voir davantage, qu'on va voir, j'en suis sûr, dans même beaucoup de régions sur le continent, solaire ensemble avec stockage et perfectionner ce modèle, dimensionner ce modèle à la taille de l'île. Ça, c'est vraiment un défi majeur pour pas mal des îles. Et puis finalement, Tromsø, outil très connu, certainement dans nos régions, une île plus nordique, le Danemark, qui finalement ont fait tout un cycle et un deuxième cycle et qui continue à creuser et chercher la neutralité carbone sur leur île. Donc ici, vous voyez où l'île se trouve. Il y a 2 ans, Lynn et moi étaient sur place et on a pu voir comment, écouter, entendre comment ils ont développé leur politique. Ça va revenir aussi dans la question sur la partie prenante parce que finalement, tout s'est déclenché avec un concours en 97 pour inviter les îles danoises à présenter des plans pour devenir une île qui est 100% renouvelable en 10 ans. Maintenant, ils ont fait un plan où il y avait beaucoup d'associations finalement des concitoyens sur l'île et ils ont développé un système qui est toujours en train de se diriger vers le 100% renouvelable net. Donc, ils ont commencé au Danemark, bien sûr, avec des éoliens. En 2000, 11 éoliens terrestres. Et puis, en 2003, 10 éoliens en mer
qui démystifie aussi un peu le fait que, voilà, sur pas mal d'îles, on n'aime pas trop l'éolien offshore parce qu'on se dit ça, ça nuit au paysage et on ne peut pas intégrer ça dans la philosophie. On vit avec la mer, on ne veut pas casser cette, ouais, cet environnement marin. Mais je dois vous dire que quand on est là, on voit ces 10 éoliens en mer au Danemark, finalement, on s'y habitue et on voit que voilà, ça a sa place avec cette île, surtout avec les autres éoliens qui sont déjà sur Terre. Bien sûr, au Danemark, le développement de renouvelables a été soutenu financièrement et il y a eu pas mal de soutien du gouvernement d'ailleurs, pas seulement aux îles, mais aussi sur le reste. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est en fait, ils ont pas seulement compté sur l'électricité renouvelable, éolien ou solaire, parce qu'on est finalement dans une zone froide, dans un climat froid, et le chauffage est très important. Et donc là, ils ont en fait décidé, on va s'y mettre avec 3 systèmes solaires thermiques, biomasse locale et une pompe à chaleur au niveau du district. Et donc, ils ont commencé à décarboniser leur chauffage, ce qui est un défi majeur dans pas mal d'îles froides. Et aux îles chaudes, c'est l'inverse, c'est le cooling qui est le défi, mais qui est plus facile à électrifier. Ici, ce qui est intéressant, et on a vu aussi l'exemple de l'île de Maurice en biomasse, c'est biomasse peut être locale et on peut associer les agriculteurs locaux à ce développement et finalement à la transition énergétique. Et ce qu'on a vu sur Samsø est exactement ça qu'ils ont fait. Ils ont fait des contrats de long terme avec les agriculteurs locaux pour fournir de biomasse à cette centrale et donc au chauffage de district dont le centre de Samsø. Et donc c'est innovateur, pas d'une manière technologique, mais d'une manière sociale, en associant un public qui est parfois un peu réticent par rapport à la transition énergétique, les agriculteurs, en les associant finalement dans l'activité même de la transition. Donc, il s'agit de paille et de copeaux de bois et finalement de déchets agriculturels qu'on peut utiliser pour ça. Et donc, même si à Samsø, on utilise toujours le diesel et le mazout, comme ils sont exportateurs nets d'électricité, ils sont arrivés à contrebalancer finalement leur utilisation de mazout et diesel avec une énergie renouvelable que alors ils exportent au continent, enfin aux terres de Danemark dans les environs. Ils ont électrifié leur mobilité, ils ont ajouté des énergies renouvelables supplémentaires et surtout, ils ont créé un processus de participation qui sera le thème de la session demain, en intégrant d'innovation sociale, d'innovation en termes d'association des parties prenantes. 3 exemples de petites îles, donc pas la taille de l'île Maurice, mais de petites îles qui, dans des climats froids, dans des climats chauds, dans des situations géographiques et géologiques assez exceptionnelles, comme en Écosse,
ils se sont adaptés à leur situation à eux pour finalement se guider vers leurs objectifs d'être neutres en carbone. Et donc, ici, il y a 3 exemples avec une ambition très grande, hein, d'être 100% renouvelable en énergie, d'être neutre en termes carbone. C'est des défis qui vont loin, qui sont pas faciles à atteindre, mais ils ont utilisé leurs circonstances locales pour définir les technologies, mais aussi les instruments qui sont adaptés pour leur situation. Et dans la poursuite demain et la semaine prochaine, on va davantage creuser sur comment est-ce qu'on associe toutes les parties prenantes, comment est-ce qu'on a réalisé cette acceptance, mais aussi cette participation des citoyens, des participants des communautés insulaires, vu leurs circonstances spécifiques. Et je pense que vous, dans les plans que vous avez faits, vous avez aussi, bien sûr, tenu compte de pas mal de la connaissance et des situations particulières. Par exemple, la Nouvelle-Calédonie en ayant une industrie métallurgique, mais aussi d'autres îles comme Wallis-et-Futuna, où finalement l'ambition en éolien n'allait pas, mais peut-être l'ambition en solaire avec stockage pourrait être un modèle qui marche mieux vu les circonstances sur place. Je termine là. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des remarques sur comment utiliser ces exemples d'îles dans la définition, la mise en œuvre du cycle de la politique énergétique sur votre île? Est-ce qu'il y a des points dont vous dites, là, je voudrais creuser davantage, ou est-ce qu'il y a des points où vous dites, là, j'ai maintenant un exemple clair, comment est-ce que vous participiez cette formation par rapport à la définition du cycle de la politique énergétique? Vous êtes invité à utiliser l'enquête aussi, si vous préférez aussi répondre par cette enquête. On essaye de tenir compte au maximum de vos remarques tout de manière journalière. Donc, on peut adapter le programme selon les besoins que vous identifiez. Si vous avez une idée par rapport au cycle que vous avez vu aujourd'hui, on est prêt à creuser pour fournir des éléments supplémentaires par rapport à ça. Ouais. Aussi la forme et donc les exemples, tout ça, n'hésite pas de nous dire ce que vous avez besoin. Donc on peut être flexible. Il n'y a plus de questions ou de remarques. Juste peut-être une petite remarque déjà pour vous remercier pour ces retours d'expérience qui sont extrêmement enrichissants. J'ai pas pu intervenir juste après la présentation de Shakil, mais qui était très intéressante sur l'expérience de Maurice. Une remarque que je me faisais effectivement par rapport aux enjeux. Je crois que les éléments de la recette de cuisine, de la transition énergétique, on les connaît tous. Après, c'est la mise en œuvre qui est toujours plus compliquée. Un défi, par contre, qui est assez intéressant, je pense, à aborder, c'est le changement d'approche entre une approche de réseau centralisé à décentralisé avec les problématiques qu'entraîne la transition énergétique, notamment en termes de production énergétique, où avant on avait plutôt l'habitude d'avoir un seul producteur
plutôt historique sur l'électricité. Et sur le stockage, c'est aussi la même chose, c'est qu'on commence à avoir maintenant des microgrids qui se créent et qui ne sont pas forcément appréhendés par le réseau. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi un enjeu stratégique pour le gestionnaire de réseau à appréhender cette problématique et cette dichotomie entre une gestion centralisée et décentralisée. C'est quelque chose, je pense, qui serait assez intéressante à évoquer. C'est peut-être moins le cas sur des petites îles. Nous, on le voit sur les îles Loyauté, notamment, qui sont autour de la Grande Terre en Nouvelle-Calédonie. Mais par contre, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui est quand même assez long, ça peut représenter des distorsions sur le réseau qui sont à appréhender en termes de stratégie. Voilà, c'était juste la petite remarque et vous remercier encore pour la présentation. Ouais. Merci, merci de ce retour. C'est certainement le cas, hein, comme j'ai évoqué, que le système énergétique ne devient pas plus facile, hein, devient plus complexe en introduisant de l'intermittence et certainement avec le stockage, hein, on a un début de réponse, hein, mais il y a encore beaucoup de questions par rapport à qui opère, hein, de nouveau, qui est responsable, hein, de quelle action et comment est-ce qu'on met en place des systèmes, hein, où toutes ces décisions, si c'est du gestionnaire de réseau ou des consommateurs individuels ou collectifs, en communauté énergie ou autre, toutes ces décisions viennent ensemble dans un système qui peut garantir la qualité et l'adéquation. Et ça, c'est un élément technologique qu'on va certainement, on va y revenir et on va donner des exemples de comment certaines îles, hein, sont en train d'expérimenter, d'autres sont déjà plus loin dans l'implémentation. Il y a un tas d'exemples de comment commencer finalement cette tendance. Parce que, comme j'ai dit, moi je suis très convaincu de la combinaison de solaire et stockage. Dans certaines îles, le stockage ça ne doit pas forcément être de batterie. Il y a des systèmes plus élaborés, plus collectifs aussi, avec de l'hydro, même en utilisant la mer. Donc il y a des éléments qui peuvent changer, mais le vrai changement des dernières années, c'est le coût de batterie qui était inabordable il y a 2-3 ans, mais qui devient abordable dans un système. Et donc là, il y a pas mal de futur. On va y revenir et je vois aussi dans le chat qu'il y a des questions qui ont été détaillées. Donc, on va certainement regarder ça. Éléonore? Je vois aussi une main levée par Éléonore. Oui, je viens de le voir. Éléonore? Oui, je voulais revenir sur votre intervention, Yann, juste pour dire qu'ici, en fait, la politique 100% NR, on est assez, pas sceptique, mais on prend ça avec des pincettes et je pense qu'il faut garder en tête, pas forcément viser toujours le 100% NR parce que ça implique parfois des parcs de batteries qui sont, on va dire, très, très importants. Et nous, on a la problématique dans les îles des déchets et de l'impact environnemental de la fabrication et de l'élimination de ces batteries. Donc moi, personnellement, et même au niveau du service, en tout cas, qui met en application la politique, et on essaie de prôner ça au niveau des politiques qui décident de la marche à suivre. On se dit qu'un peu de thermique, c'est mieux que beaucoup trop de batteries. On essaie bien sûr de développer l'hydro, etc., pour le stockage à court, moyen et long terme. Mais du coup, voilà, le 100% ENR avec des parcs de batteries surdimensionnés n'est pas forcément pour nous la solution ultime non plus. Et on le voit dans certains territoires outre-mer, même à l'étranger. J'ai pu voir aux Canaries qu'ils étaient revenus finalement à du lissage thermique qui permet quand même d'atteindre des taux ENR très importants, mais qui évite d'investir dans des parcs de batteries qui, en 10 ans, sont fichus et qui ne sont pas retraités, en tout cas dans nos îles. Voilà, c'était juste pour conclure là-dessus. Je pense que c'est un bel exemple d'une action, d'une initiative, d'une politique qui entraîne finalement des conséquences sur d'autres domaines environnementaux que le climat. Et bien sûr,
on veut une politique intégrée, une politique qui se fonde aussi sur d'autres valeurs environnementales comme la circularité et autres. Et là, c'est un problème, c'est de nouveau un problème pour lequel des solutions peuvent être trouvées, peut-être qu'ils ne sont pas encore trouvées, peut-être que sur les îles, c'est encore complexe d'aller recycler des batteries et finalement en retirer des matériaux pour de nouveau produire des batteries. Et l'exemple hier que j'ai donné de Mayotte, avec la question qu'est-ce qu'on fait des voitures abandonnées, montre que certainement en termes de déchets un peu plus complexes, il y a certaines des questions sur pas mal d'îles de comment on fait. Si on est la station finale, c'est difficile. Mais on a aussi donné deux autres exemples ici ce soir, l'île Maurice, mais aussi l'île de Samsø, où finalement on utilise de biomasse de déchets agriculturels pour aller finalement faire de thermique, mais sur une base qui n'est pas le pétrole, mais sur ou le diesel, mais qui est une base aussi renouvelable en termes de déchets biogéniques. Et par exemple, l'exemple de Madeira auquel on a touché hier, là, bien sûr, vu qu'ils ont des élévations dans la montagne, enfin, avec des dénivelés de plus de 500 mètres, ils peuvent aussi utiliser le pumped hydro pour aller finalement fonctionner comme batterie. Donc, de nouveau, la situation géographique de chaque île est différente, la situation économique est différente. Il y a des solutions au stockage batterie. Il y a des alternatives pour balancer le système avec de thermique sans devoir faire recours au carburant fossile. Oui, aussi le vehicle to grid, donc le stockage dans la voiture électrique bidirectionnelle, ça aussi, on est en train de essayer dans certains pays. Ouais. Et donc, il y a aussi ce que j'ai mis dans le chat. Il y a une île dans les Azores, je peux essayer, Éléonore, de trouver le nom, où on a fait un pilote avec ABB, donc ceux qui font le matériau pour les réseaux et tout ça. Donc, c'est vraiment une grande batterie pour le réseau là. Et c'est fait des batteries de seconde vie. Donc, ça aussi, on voit de plus en plus. Donc, je vais essayer de trouver ces exemples et de les intégrer dans les présentations qui viennent alors. Aurélien? Oui, ouais, mais je remarque que les deux questions de Maxime qui nous a quittés là à l'instant et d'Éléonore s'apparentent aussi beaucoup aux sujets qui vont être traités dans le workstream numéro 3 de la communauté énergie. Éléonore, je ne sais pas si tu es au courant, je me permets de te tutoyer parce que j'étais à Tahiti il y a pas très longtemps. Pas de souci. Où j'habitais. Et du coup, il y a la communauté énergie qui est divisée en 3 grandes parties. Il y a un peu d'écho. C'est sympa. Ouais, je crois que ça vient de chez toi peut-être. Et du coup, la première, donc on est sur les politiques publiques, la régulation. La deuxième sur l'efficience énergétique dans les bâtiments et les transports, on va dire, pour simplifier. Et la troisième sur l'intégration des ENR dans le mix énergétique des îles. Et là, je vois que ces questions-là concernent aussi ce troisième volet. Ouais. Et donc, on t'invite à participer, bien sûr, à ce troisième volet de formation qui traitera justement de sujets plus techniques de ce style-là. Ouais. C'est pas encore lancé, c'est ça? C'est à venir? Oui. Ouais. Oui, c'est à venir. En fait, c'est dans l'ordre que j'ai écrit, chronologiquement à peu près. Et voilà, si tu l'as pas, notre coordinatrice de Go te renverra le calendrier avec plaisir.
Non, si je crois que je l'ai noté. Je serai encore plus pertinente, étant plus technique que politique sur ce genre de sujet. Ouais. Ouais. Oui, c'est vrai que c'est difficile, certainement, quand on parle de transition énergétique, de scinder des questions politiques, des questions techniques. Hein. C'est tout le temps, ils interagissent, ce qui le rend pour moi un défi intellectuel euh, intéressant. Et donc, c'est pour ça que c'est un secteur enfin, vu le défi à l'échelle planétaire qui se traduit en questions techniques à la fin. C'est très intéressant de le faire. Mais donc, il y aura, et ici, certainement mon collègue Ricardo est chargé de développer ce programme sur le renouvelable décentralisé, sur la gestion du réseau, sur ces éléments-là. On y reviendrait d'une manière plus technique qu'on fait maintenant. Ici, on essaye de commencer avec le cadre politique, le cadre décisionnel, le cycle politique. Bien sûr, à la fin, il y a beaucoup de questions techniques aussi qu'on va aborder. Et oui, Lynn répond qu'en effet, dans la session de régulation, on aura aussi un opérateur de réseau des îles Féroé et la régulation, bien sûr, qui dit régulation, dit gestion de réseau. Et là aussi, dans cette semaine, début décembre, on va toucher à des questions de gestionnaire de réseau, comme on a vu aussi avec l'île Maurice, la fonction de régulateur, la fonction de cette gestion qui est assez unique et particulière, est importante. Il y a Émeric qui soulignait la responsabilité du fournisseur sur la gestion des déchets finaux. Comme quoi, c'était quelque chose de faisable et possible. Je ne sais pas si Émeric, c'est quelque chose qui est envisagé ou qui a été fait, mais oui, tout à fait. C'est clair que la responsabilité. Oui, je ne sais pas si Émeric veut intervenir. Oui, Émeric, il a son main sur le micro. Oui. Non, on ne t'entend pas, Émeric. Non. Non, ça marche pas. Bon? Oui, oui, ça va. Ok, justement sur la partie sur la gestion, bien sûr, la récupération par rapport aux fournisseurs. Donc, oui, ce sont des mesures qu'on essaie de mettre en place. Donc, puisqu'on n'a pas les dispositifs déjà sur le territoire, un tout petit territoire pour pouvoir récupérer ces déchets. Donc, c'est une des problématiques que la population aussi appréhende au niveau des énergies renouvelables. Le fait voilà, qu'on met de plus en plus de photovoltaïque sur le territoire. Donc, la population s'interroge comment, bien sûr, les autorités vont gérer ce matériel. Donc, une fois, bien sûr, arrivé à terme, bien sûr, on parle de gestion dans 15-20 ans. Donc, mais c'est une question donc déjà que le territoire appréhende, surtout au niveau de la gestion des déchets, puisqu'on n'a pas les dispositifs sur le territoire pour nous en occuper. Donc, voilà, on compte vraiment sur un partenariat avec les fournisseurs pour nous encadrer dans cette partie-là, notamment la Nouvelle-Calédonie, à travers la gestion de batteries. Merci. Merci. OK. Et merci, Shakil, aussi. Parce que c'est vraiment très tard, là. Oui. Merci pour ta présentation très intéressante. Et on vous laisse. Il fait tard, oui, il se fait très tard. Bonne nuit. Merci. Voilà. Et Émeric, ouais, juste pour rebondir sur ce point, c'est vrai que c'est un sujet dont on a déjà discuté avec d'autres territoires.